Merci pour votre fidélité à notre émission Ensemble c'est mieux. Bienvenue à toutes et à tous. Maintenant, on vous parle de notre cher compagnon, le smartphone. On l'a partout et tout le temps, du lever au coucher. Il est presque devenu une extension de nous-mêmes. Pourquoi sommes-nous si dépendants? Pourquoi ce besoin insatiable d'être constamment connectés? Qu'est-ce que ça dit de notre société? On en parle dans quelques minutes avec mes invités. Mais d'abord, on part retrouver Evan. Salut Evan, où est-ce que tu nous emmènes ce matin? Salut Anne Fantet et bonjour à tous. Ce matin, je vous emmène à Rennes découvrir un salon de tatouage pour le moins inédit, probablement unique en son genre en France. Vous allez comprendre pourquoi. Petite visite avec Marie. Salut Marie. Salut Evan. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ton salon de tatouage est original? Les Marie Rose, c'est donc une association et on propose un salon de tatouage solidaire. À savoir qu'on propose à Rennes un lieu d'accueil et d'accompagnement post-traumatique auprès de gens qui ont vécu un traumatisme. Et l'idée, c'est de leur permettre de se reconstruire psychologiquement après ce traumatisme, grâce au tatouage, et également grâce à un collectif de praticiens qui est là pour les soutenir et les aider. Bon, alors on aura l'occasion d'en parler beaucoup plus en détail, mais tout le monde peut venir dans ce salon ou il faut forcément avoir eu un accident dans sa vie? Et bien justement, c'est vraiment dans un salon qui est ouvert à tous et à toutes. Et l'idée du tatouage solidaire, c'est de permettre d'être en solidarité auprès de gens qui ont besoin de se reconstruire psychologiquement et physiquement grâce au tatouage, en faisant se faire tatouer pour le plaisir ou parce qu'on en a envie en tout cas. Oui. Bon, donc c'est peut-être que je me ferai tatouer un petit Enfante Forever sur le bras. On verra tout à l'heure d'ici la fin de l'émission. Moi j'ai hâte, oui. Pas moi. Bon alors, on va aussi en profiter pour découvrir un peu ce lieu. Oui. Tu n'es pas toute seule dans cette aventure, tiens, tu peux venir avec moi. Il y a aussi 2 services civiques qui t'accompagnent. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu as eu l'idée de lancer ce projet? C'est une association en fait. Exactement, c'est une association. Moi l'idée est venue de la rencontre avec une autre personne qui s'appelle également Marie, qui a eu un cancer du sein. Moi à l'époque j'étais en pleine reconversion parce que je voulais devenir tatoueuse, mais tatoueuse solidaire et donc pour prodiguer du tatouage thérapeutique. Et la rencontre avec Marie a fait qu'on a voulu mutualiser nos envies et créer ce lieu, effectivement, comme tu l'as dit, plutôt unique. Et ce lieu ressource à Rennes, avec à la fois donc, du tatouage et un accompagnement. Et ça, c'était il y a combien de temps? La rencontre a eu lieu début 2019 et du coup, on a créé l'asso en août 2019. Et le salon a ouvert après le premier confinement, donc en septembre. C'est ça, depuis septembre l'année dernière. Et puis évidemment, tu l'as pas dit, mais j'imagine que tu t'es formée. On se lance pas à tatoueuse comme ça. Ah, complètement, oui, je suis passée par toutes les étapes de formation au tatouage. Également découvrir qu'au final, je savais dessiner, parce que je pensais que je savais pas dessiner. mais voilà, donc il y a eu toutes ces étapes-là avant de vraiment installer le salon et proposer nos services. Alors justement, Romane et Milo nous ont mis sur cet écran quelques-unes de tes réalisations. Est-ce que tu peux peut-être nous les commenter et peut-être que l'un de vous deux peut aussi faire défiler l'écran? Sinon, je vais faire défiler l'écran. Ah bah vas-y, non mais on te laisse peut-être Là, on est vraiment sur ce que j'appelle donc du tatouage classique pour la plupart de ce que vous avez à voir là. Donc à la fois des propositions de dessin et également des projets qui ont été tatoués. Tu peux descendre, Romane. Ce sont des gens qui sont venus se faire tatouer parce qu'ils en avaient envie et pour le plaisir. Mais sur le prix de leur tatouage, il y a un pourcentage qui a été reversé dans un pot commun qui sert donc à prodiguer du tatouage thérapeutique auprès de gens qui ont besoin de recouvrir des cicatrices ou de les détourner, ou même de se réapproprier leur corps grâce au tatouage. Et c'est ça, le tatouage solidaire, on l'a bien compris. Complètement. On va continuer à parler de cette belle initiative de l'association Les Marie Rose. On se retrouve dans quelques instants. Le temps pour moi de réfléchir si oui ou non je passe à l'action avec ce fameux tatouage à Enfante. Allez, à tout à l'heure. J'y crois pas trop, mais bon, soyons optimistes. À tout à l'heure, Evan. Au moment du coucher ou dès la sonnerie du réveil, les Français sont nombreux à se ruer sur leur téléphone portable. Pourquoi sommes-nous si dépendants de nos smartphones? Voyez ces explications en chiffres et en images. Je t'aime. Attends, j'ai une notification. Le smartphone est en train d'envahir nos vies. Les Français passent en moyenne 2 heures par jour rivés à leur téléphone. Les jeunes, eux, y consacrent près de 4 heures, dont la moitié du temps destiné aux réseaux sociaux. Les Français reconnaissent volontiers leur addiction. 1 sur 4 avoue être accro à son téléphone portable. Cette dépendance a un nom, la nomophobie, un mot valise issu de la contraction de l'anglais No Mobile Phone Phobia. Et la peur d'être privé de smartphone est une source de stress. Bien pire que l'angoisse de louper un appel ou une notification,
34% d'entre nous se disent atteints par la phobie de la batterie vide. La nomophobie peut amener à des conduites dangereuses, comme par exemple utiliser son téléphone en conduisant, mais elle compromet surtout les relations sociales. Paradoxalement, à vouloir être trop connecté, on finit par se déconnecter de ceux qui nous entourent. Étonnant, entre une semaine sans smartphone ou une semaine sans sexe, un tiers des 18-34 ans préfèrent renoncer à faire l'amour. Smartphone, il sait nous faire vibrer. Et c'est comme l'alcool, c'est à prendre avec modération. On poursuit la discussion avec Patricia Blin. Bonjour, vous êtes psychologue clinicienne à Rennes. Karl Brozek, vous êtes professeur de philosophie. Et avec vous, Guéric Baranowski, vous nous expliquerez comment donner des meubles à votre association Emmaüs. Bonjour à toutes et à tous. Alors, 1 personne sur 4 accro au téléphone. Vous me voyez venir. Alors, moi, je suis accro, je l'assume complètement. Karl, est-ce que vous êtes accro ou vous prenez de la distance? Non, je dois bien l'avouer, malgré mon métier de professeur de philosophie où je préférais être accro aux gros livres de Schopenhauer, malheureusement, je suis accro au téléphone portable. Mais en même temps, je me dis toujours que serait aujourd'hui notre journée sans téléphone portable. Il sert absolument à tout grâce au système des applis. Si je me réveille le matin pour aller travailler, c'est que mon smartphone a sonné la sonnerie du réveil. Si je suis allé prendre mon bus et que je suis arrivé sans encombre, c'est parce que j'ai pu consulter les horaires sur mon smartphone. Dans le bus, j'ai écouté la radio sur mon smartphone. Je suis arrivé à l'heure au boulot, en voiture par exemple, parce que j'ai ma petite application qui permet de me diriger en voiture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le téléphone portable n'est plus seulement un facilitateur de communication, mais nous sert à faciliter absolument tous les aspects de notre existence. Donc vous assumez ce côté accro alors? Oui, tout à fait. Guéric, est-ce que vous êtes souvent accroché à votre téléphone? C'est même pire que ça, en fait. Moi, je suis accroché à mes 2 téléphones parce que j'ai fait le choix d'avoir un téléphone professionnel et un téléphone privé pour essayer de bien séparer ma vie privée de ma vie professionnelle. J'ai plutôt l'impression que je mélange les deux, en fait, souvent. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Patricia Blin, en tant que psychologue, j'imagine que pendant vos consultations, vous mettez quand même le téléphone de côté. Alors, il n'est pas loin, évidemment, parce qu'on peut aussi m'appeler quand même. Ça va. Ouais. Voilà. Pas trop accro, vous avez réussi à prendre de la distance. Raisonnablement. Mais en même temps, voilà, comme tout le monde, il y a cette ça, c'est votre côté psychologue qui réfléchit à toutes ces actions. Oui, mais au-delà d'être psychologue, je suis avant tout Patricia Blin. Alors, Karl Brozek, vous avez une citation pour nous faire rentrer dans le vif du sujet. Une citation de Blaise Pascal. Oui, Blaise Pascal, plus exactement, il avait un concept que je trouve tout à fait adaptable à notre époque. Et ce concept, c'est le concept du divertissement. C'est-à-dire que Pascal disait toujours, mais on regrette en tant qu'être humain de ne pas profiter de chaque moment de la vie. On est toujours en train de se dire, mais nous ne sommes jamais dans le moment présent. Mais d'un autre côté, comme il le disait lui-même, notre âme ne cesse de mendier le tumulte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on se retrouve face à soi-même, dans un moment peut-être d'ennui, dans un moment où on pourrait tout simplement regarder le temps qui passe et faire durer l'instant, eh bien, il faut absolument qu'on se divertisse. Et divertisse, c'est un petit peu de la même famille que diversion. C'est-à-dire que nous avons besoin de nous plonger dans un divertissement, d'oublier de faire face à nous-mêmes, d'oublier véritablement qui nous sommes et de pouvoir, s'amuser, de pouvoir se détourner un petit peu de la réalité. Et le smartphone, c'est l'occasion ou jamais, l'occasion véritable de s'extraire un petit peu de sa propre vie qui est parfois un petit peu terne, un petit peu grise, un petit peu ennuyeuse, où le temps ne passe pas très vite. Et de faire passer l'ennui et de faire un petit peu accélérer le temps. Alors ce que disait Pascal au XVIIe siècle est encore plus vrai aujourd'hui. Si Pascal voyait nos smartphones, il dirait « voilà mon divertissement ». Oui. Alors est-ce que finalement le portable c'est un objet qui suscite la fuite en fait? Patricia Blin. En tout cas, c'est peut-être le prétexte. Voilà, c'est l'objet en fait qui va cristalliser toute notre attention. Avant, il n'existait pas. Alors comment faisait-on? Voilà, on faisait bien Pascal. Voilà, s'il a déjà pensé ça, c'est qu'à l'époque, il y avait certainement des. Je crois qu'on a besoin de ces moments échappatoires. Et c'est très compliqué et difficile de vivre avec sa propre solitude, son propre silence à supporter aussi. Donc là, tout est prétexte. Et comme vous l'avez très bien dit, Karl, dans votre présentation, tout est donné, en tout cas, tout est amené dans le portable pour qu'on ne s'en sépare pas non plus. Mais après, voilà, c'est à nous aussi de faire attention. C'est vrai qu'on a souvent ce réflexe-là. On regarde si on n'a pas reçu un texto, si on n'a pas reçu une notification, si on n'a pas manqué un appel. Finalement, est-ce qu'on est vraiment dépendant du téléphone ou de ce qu'il nous permet de faire ?
Oui, je pense que vous parlez notamment des réseaux sociaux. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes mobilisables à tout moment, à n'importe quel instant, pour que les réseaux sociaux nous attirent et pour qu'on puisse s'y engouffrer. Ouais. Et effectivement, je pense que le téléphone portable n'est qu'un vecteur, n'est qu'un... Encore que, moi j'ai développé une espèce de lien affectif avec mon téléphone portable. Il faut que je raconte ça, c'est un peu ridicule. Mais figurez-vous que j'ai changé de téléphone portable il y a quelques mois. Ouais. J'ai pris le modèle un peu au-dessus de celui que j'avais avant, mais... Je vous le dis, parce qu'il est dans ma poche, j'ai pas envie qu'il m'entende, je l'aime pas trop le nouveau, je préfère mon ex. Donc j'aime bien encore tripoter un petit peu la texture de mon ex téléphone portable, parce que le nouveau, je sais pas, sa tronche me revient moins. Et donc on développe un rapport de doudou avec notre téléphone portable. L'objet lui-même, sa texture, sa couleur, sa forme, l'écran, enfin voilà, ça finit par être ça. C'est-à-dire qu'il est à la fois le vecteur d'un moment de divertissement, et il est en lui-même finalement d'une certaine beauté. Il y a des gens qui sont fiers d'avoir le dernier portable de chez telle ou telle marque, on ne citera pas. Mais voilà, l'objet lui-même, finalement, est devenu, à lui tout seul, une espèce de totem, quelque part, de totem social, de reconnaissance. Voilà. Mais vous avez tout à fait raison, les réseaux sociaux sont une cause de mobilisation, un prétexte, comme vous disiez, Patricia, pour, encore une fois, s'enfuir du Finalement, monde réel. Qu'est-ce qui se joue, Patricia, dans l'addiction aux réseaux sociaux ? Pourquoi on aime tant en fait les réseaux sociaux ? Puisqu'on est tous, on est tous sur des réseaux sociaux, plusieurs réseaux sociaux, on y va régulièrement, c'est ce qu'on consulte le plus. Moi j'ai regardé sur mon téléphone, mon temps d'utilisation sur mon téléphone, c'est pour les 3/4 des réseaux sociaux. Pourquoi on aime tant ça ? Je nous renverrai bien tous la question, pourquoi on aime ça. Alors, dans votre reportage tout à l'heure, c'est se connecter, en même temps se déconnecter. C'était intéressant, cette image-là. Peut-être que c'est très compliqué ou peut-être difficile d'être en lien avec l'autre en chair et en os. Donc, le réseau social permet comme ça de communiquer ou un semblant de communication, mais en même temps, voilà, ça fait écran. En même temps, on est un peu protégé. Moi, je pense, en y réfléchissant, ce qui me plaît, c'est de savoir qu'il y a une autre vie qui se passe dans ma... Voilà. Et que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette vie-là. Alors vous n'aimez pas votre vie ? Ah, si, mais c'est un échappatoire. L'un n'empêche pas l'autre. Non, puis il y a surtout cette histoire aussi d'hyper-représentativité. Parce que quand vous êtes dans une pièce avec 5 ou 6 personnes et que chacun veut raconter ses vacances ou ce qu'il a fait la veille, faut attendre que ça soit à notre tour de parler. Et puis on peut être interrompu à tout moment par quelqu'un qui nous dit « Ah, mais moi, mes vacances, je suis allé plus loin, elles étaient plus jolies. » Tout d'un coup, vous avez un terrain, une autoroute pour raconter ce que vous faites, qui vous êtes. Personne n'est là pour vous interrompre. Et vous allez sur Instagram et vous publiez des photos qui parfois n'ont strictement aucun intérêt. J'ai fait une jolie tarte aux pommes tout à l'heure. Et vous avez tout d'un coup une audience, non plus de 5 ou 6 personnes, mais de 200, 300, 400 personnes. Comme si vous parliez un petit peu de la télé, là, ce qu'on est en train de faire avec Non, c'est pas la même chose, parce que la télé, il y a du fond. Tandis que là, finalement, quand on publie une story sur Instagram, souvent, c'est des trucs qui n'ont strictement aucun intérêt, on est bien d'accord. C'est juste pour rigoler ou pour montrer son chien. Pour parler de soi. Oui, c'est ça, c'est l'hyper-représentativité. Ce qui se joue aussi, c'est qu'on se façonne une image, et que l'on soit ado ou adulte. Pourquoi on a besoin de se façonner une image virtuelle ? Pourquoi c'est incontournable ? On dit si t'es pas sur les réseaux sociaux, t'es nulle part, en fait. On en est arrivé là. Mais bon, après, ce que vous disiez, Karl, la communication, du coup, on peut s'interroger... quelle sorte de communication on met en jeu et quelle sorte de communication on promeut. Voilà, parce que quand on sait qu'on ne va pas être dérangé par l'autre, qu'est-ce qu'on cherche en fait, et puis, effectivement, comme vous le disiez aussi tout à l'heure, Infante, c'est une représentation, enfin une vie qu'on a envie d'afficher, la vie qui serait parfaitement lisse, qui serait belle. On dit que des belles choses de soi, on montre, et puis c'est valorisant. Voilà, ça peut être aussi valorisant. On attend les commentaires, on attend les fameux likes, on attend les petits cœurs, on attend, parce qu'on a sans doute parfois besoin aussi de ça. Le réseau social vous renvoie, on est aimé, on est suivi, on est peut-être abonné. Enfin voilà, il y a peut-être des gens qui sont abonnés à nous, donc il y a ce besoin, cette attente que l'autre virtuel vienne dire quelque chose. Clairement, c'est pour l'ego, si je vous comprends bien. Beaucoup des réseaux sociaux. Guéric, quelle est votre utilisation des réseaux sociaux ? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux ? Alors, à titre privé, oui. Bien entendu, je suis sur les plus grands réseaux sociaux connus. Qu'on ne citera pas ? Non. Et pour des usages professionnels et privés.
Et pour revenir à la communauté Emmaüs, on a l'obligation aujourd'hui d'être sur les réseaux sociaux. En fait, oui, on n'existe pas si on n'y est pas, quel que soit exactement. C'est-à-dire qu'on fait partie de la société, on fait passer des messages, on parle de nous, on nous suit, on est suivi par des partenaires aussi politiques, privés, institutionnels, avec notre environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas tout simplement obligatoire d'être sur les réseaux sociaux, parce que nous sommes des êtres sociaux, on appartient à des réseaux, donc aussi à des réseaux sociaux en ligne, quoi. Alors, on a reçu quelques témoignages de nos téléspectatrices. On va écouter Julie, elle est influenceuse et forcément, le téléphone, c'est toute sa vie. On l'écoute. Bonjour, je suis Julie Camélia et j'avoue, je suis une accro du téléphone. Le téléphone, c'est toute ma vie. Je l'ai tout le temps dans la main, même quand je ne m'en sers pas. Si je ne l'ai pas, je suis pas bien. Voilà, il faut qu'il soit à côté de moi. Alors pour ma défense, je suis influenceuse. J'ai une petite page de maman sur laquelle je partage ma vie qui me prend beaucoup de temps. D'ailleurs, en semaine, je suis entre 7 et 9 heures d'utilisation du téléphone. C'est énorme, voilà. Et le week-end, du coup, j'essaye de faire un effort et de le poser au maximum. J'arrive à descendre à 4-5 heures, ce qui est encore beaucoup, mais croyez-moi, c'est beaucoup d'efforts quand on est vraiment accro à son téléphone. Patricia, bien, vous vouliez réagir peut-être. Je vous vois sourire. Oui, juste au propos de Julie qui raconte un peu comment elle vit le téléphone et comment ça la traverse finalement. 9 heures, c'est énorme. Oui, ça paraît beaucoup. Alors elle a choisi effectivement une activité en plus qui lui permet d'être en contact avec ce fameux téléphone. On l'a dans la poche en fait, il ne nous quitte pas. Ce que vous disiez aussi tout à l'heure, Karl, c'est un peu un doudou en fait. Voilà, et en fait, c'est l'objet, en fait, presque le prolongement de soi. Elle l'a presque dit ainsi, Julie, elle a toute sa vie dedans. Vous le perdez, c'est presque la catastrophe. Donc, vous avez l'impression, en fait, c'est comme si c'était le prolongement de vous-même, où vous avez confié, où vous confiez tout. Vous confiez, comme vous l'avez dit, votre réveil, votre trajet, vos recherches, et ça paraît complètement indispensable aussi d'être visible. On ne peut plus faire autrement. On demande tout à certains moteurs de recherche sans s'adresser à l'autre, alors que peut-être il y avait quelqu'un qui aurait pu nous renseigner. Et donc on se croit connecté, mais effectivement, est-on vraiment en lien ? C'est une façon de faire lien, mais... Justement, Karl, vous m'expliquiez que dans votre rôle d'enseignant, ça change même les techniques d'apprentissage de vos élèves. Oui, tout à fait. Cette façon d'avoir son téléphone tout le temps, de cliquer, de passer à autre chose. Cette société du zapping, finalement. C'est tout à fait ça, c'est vraiment du zapping. C'est-à-dire que, comme je le raconte souvent, je fais parfois des cours en philosophie qui sont consacrés uniquement à la méthodologie. Et je leur dis, voilà, je vais vous parler de la méthodologie pendant un quart d'heure. Et je vois bien que tout le monde s'ennuie, que personne ne prend de notes. Et puis, une fois, j'ai fait le test, je leur ai dit, maintenant, je vais vous passer un YouTuber qui s'appelle Cyrus, qui fait des vidéos YouTube sur la philosophie. Et lui, il va vous faire de la méthodologie. Et parce que Cyrus, ça se passe tout d'un coup sur Internet, parce que c'est sur YouTube, parce que c'est très cut, parce qu'il y a un montage très serré, parce qu'il fait des blagues, là, ils sont absolument captivés par ce YouTuber qui raconte exactement la même chose que le prof. Mais simplement, le prof, il n'y a pas de cut, c'est pas animé, c'est pas rigolo, c'est pas... voilà. Donc, il y a toute cette dimension-là. Et puis, il y a aussi la profondeur du travail des élèves. Moi, je fais ce métier-là depuis 15 ans. Et j'ai noté que, malheureusement, en philosophie, les élèves zappent très vite parce que je pense que cette recherche du like dont vous parliez tout à l'heure, Patricia, c'est aussi une espèce de dialogue unilatéral. Je sors une photo de moi ou je sors une story et tout ce que j'attends, c'est des likes, c'est pas un dialogue. Si quelqu'un me dit « Salut, et toi, comment ça va ?» Je me dis « Oh zut, il va falloir engager la conversation. » Et comme tout ça, ça se perd, eh bien, quand un élève, on le met face à un travail à faire, il va soit essayer d'esquiver la difficulté du travail en disant « Oh, ça m'embête », soit il va me donner quelques bribes d'informations, mais surtout, il ne faut pas approfondir. On est arrivé dans une époque où il ne faut surtout plus approfondir et où les recherches Internet montrent plutôt une profusion d'informations diverses qui s'entassent les unes par rapport aux autres, mais sans qu'il n'y ait plus aucune recherche. Regardez une vidéo d'1 heure sur une affaire criminelle, par exemple, ou bien lire toute une série d'articles qui se lisent très vite en 1 minute, 2 minutes sur cette même affaire criminelle, par exemple, on va choisir la deuxième option. Parce qu'on a plus d'infos et ça s'empile. On ne pouvait pas évoquer ce sujet sans parler des tensions que ça crée aussi dans les familles, entre les parents et les enfants. Pourquoi c'est souvent source de tension, cette relation du téléphone Sans doute que l'attention, elle est portée sur un objet et ça agace, ça peut énerver très vite parce que finalement, ce téléphone, il vient court-circuiter le lien, il vient le parasiter et parfois, les enfants nous montrent ce que nous sommes en train de faire aussi. Et ils nous renvoient que ce que nous pouvons aussi mettre en œuvre aussi sous leurs yeux.
Et est-ce qu'il faut avoir un devoir d'exemplarité quand on est parent? C'est la question. Comment on fait surtout avec les tout petits? Parce qu'on le voit bien maintenant, ils ont tout de suite des réflexes alors qu'ils ne savent pas lire ni écrire. Quelle posture on doit avoir en tant que parent sans donner de conseils à proprement dit? Alors effectivement, comment dire, s'il n'y a pas un accord entre votre parole et vos actes, il n'y a pas plus justicier qu'un enfant, il saura vous le dire, ou en tout cas venir s'en plaindre. Par rapport aux enfants, moi je voulais quand même aborder cette question de la petite enfance, parce que bon nombre de professionnels qui travaillent dans la petite enfance, notamment les crèches et multi-accueils, s'inquiètent en tout cas de cette place que prend le portable dans le lien et de façon, on va dire presque naturelle, puisque vous l'avez tous bien dit, le téléphone, et moi aussi, puisque je m'inclus là-dedans, fait partie de notre vie. Et en fait, l'enfant, lui, dès le berceau, en fait, il aura déjà connu le téléphone. Et il vous voit, il nous voit avec cet objet-là qui, voilà, il y a... Une interface entre nous. Voilà. Il nous reste quelques secondes. Je vous en prie, terminez, mais il nous reste quelques secondes. Et donc voilà, il y a une crainte des incidences que ça peut avoir. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention, en tout cas dès le plus jeune âge, même quand on a l'impression qu'ils ne comprennent pas. Il faut faire attention, comme on l'a dit tout à l'heure, le téléphone, c'est un symptôme, voilà, parce que peut-être c'est une difficulté à être en lien, et puis il y a aussi par ignorance, on ne sait pas non plus. Merci beaucoup. Voilà, c'est la conclusion de notre dossier du jour. On part maintenant retrouver Evan qui nous fait découvrir ce matin l'association Marie-Rose. Oui, Anne Fanté, le tatouage solidaire, mais aussi le tatouage qui fait office de thérapie. Marie, dans quel cas? Eh bien, le tatouage est vraiment dit thérapeutique à partir du moment où il permet une reconstruction psychologique suite à des traumatismes type accident de vie vraiment très grave, maladie traumatisante, violence subie, deuil, enfin en tout cas tout ce qui vient atteindre le corps profondément et donc également le psychologique également derrière. Oui. Et alors, donc juste derrière nous, vous avez la devanture du salon. D'ailleurs, on va traverser la rue, on va en profiter qu'il n'y ait pas de voiture. Pour justement aller dans ce sens, tu as aussi la volonté de développer un collectif de praticiens pour accompagner toutes les personnes qui peuvent en avoir besoin. Est-ce que tu peux nous donner un peu plus de détails? Tout à fait. Donc l'idée chez les Marie-Rose, c'est de proposer un accompagnement post-traumatique avec le tatouage et également par le biais d'un collectif de praticiens qui peut passer de l'art-thérapie à la sophrologie, aux psychologues, aux coachs sportifs. En tout cas, d'avoir un panel le plus large possible pour permettre aux gens qui ont vécu un traumatisme de trouver les réponses à leurs besoins suite à ce traumatisme de vie. Et ça, c'est en projet, mais c'est pour quand? Et ben, c'est dès qu'on va pouvoir trouver un local approprié, parce qu'aujourd'hui, on est dans un local temporaire où je peux tatouer. Mais l'idée, c'est d'avoir un local beaucoup plus grand pour que les praticiens puissent s'y installer et qu'on puisse recevoir vraiment les gens dignement par rapport à leurs besoins. Bon, on va rentrer pour continuer à en parler. Il y a combien de personnes qui ont déjà bénéficié de tatouages auprès des Marie-Rose? Et ben depuis septembre l'année dernière, on a en moyenne environ 70 personnes qui ont déjà pu bénéficier et qui ont pratiqué le tatouage solidaire. Bon, et si vous nous rejoignez, sachez que tout le monde peut venir se faire tatouer, pas besoin d'avoir eu un accident dans sa vie. C'est juste une façon de se faire tatouer de manière solidaire. On aura l'occasion d'en reparler. Tout à fait. Vu que c'est une association, il y a aussi des services civiques qu'on a aperçus tout à l'heure, Roman et Milo. Rebonjour à tous les deux. Bonjour. Milo, c'est quoi ta mission à toi ici? Alors aujourd'hui, je prends en charge tout ce qui est communication digitale et sur les réseaux sociaux ainsi que la page de crowdfunding. Donc crowdfunding, c'est pour avoir des sous? Pour avoir des sous. On va demander aux gens de faire des dons pour faire marcher l'association. Et vous êtes sur quelle cagnotte? C'est l'occasion d'en parler. On est sur Hello Asso, d'ailleurs, qui va bientôt être lancé normalement. On est en train de préparer tous les visuels là, actuellement. Donc vous pourrez donner des dons et puis j'imagine qu'on peut aussi avoir une réduction fiscale quand on donne de l'argent. Pourquoi est-ce que tu as voulu faire ton service civique ici? Alors c'est avant tout pour mon parcours professionnel, puisque j'envisage de faire un BTS communication l'an prochain. Et d'avoir déjà une expérience de 6 mois en communication, pour moi c'est une grande chance. Parce que attends, du coup là t'es pas encore en BTS, donc t'es en quoi? Enfin t'as quoi comme formation? Actuellement j'ai juste mon bac. D'accord. Et c'est ça aussi que permet le service civique, c'est de faire une formation sans aucun diplôme, puisqu'on n'est pas censé nous prendre par rapport à nos diplômes et nos compétences, mais vraiment sur notre motivation. C'est ça. Et ça a été le cas ici? Les Marie-Rose m'ont donné cette chance.
Bon bah c'est chouette, en tout cas merci beaucoup. Romane, ça va bientôt être à toi, mais pas pour nous parler du service civique, même si tu l'es aussi, mais tu vas nous montrer le tatouage justement, enfin tu vas te faire tatouer, ça va m'éviter à moi de me faire tatouer un logo France 3, on va le faire à toi plutôt. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Place maintenant à notre volet emploi. Coup de projecteur ce matin sur le métier de chaudronnier. Voici le portrait de Marc, 33 ans de métier. Le menu. Voilà, manuel. Il faut que tu sois allumé en vert ici. Vas-y, monte. Voilà. Alors, je m'appelle Marc Folléas, j'ai 61 ans et je suis chaudronnier et gérant d'entreprise. La chaudronnerie, c'est prendre une tôle plate et la former, lui donner une forme au marteau ou avec une machine. On ne fabrique pas des chaudrons, non. On travaille beaucoup pour l'industrie et puis le bâtiment. Voilà, donc on fait des pièces de forme qui vont servir ou sur des chantiers ou dans l'industrie pour mettre des chaînes de fabrication en place. C'est toujours différent, c'est toujours la même chose, mais on fait toujours des pièces différentes, il y a toujours des choses à créer, à former et à développer. Ce qui est intéressant, c'est le challenge qu'il y a quand on doit créer quelque chose pour le client, sortir l'affaire et faire la réalisation de A à Z. Ça, c'est ce qui est vraiment le plus intéressant. Il faut quand même être méticuleux, il faut vraiment s'attacher à ce qu'on fait pour avoir une bonne réalisation de pièces. J'ai fait un CAP d'outilleur. Après, j'ai travaillé dans une entreprise de ventilation. Et là où je donnais mes pièces à faire, chez un petit chaudronnier, je suis parti travailler chez lui en 87. Lui m'a appris le métier sur le tas. Et puis, avec le temps, la passion m'a pris et j'y suis resté jusqu'à aujourd'hui encore. Il y a une partie du métier qui s'apprend sur le tas. Et puis après, oui, il faut apprendre avec un compagnon qui vous transmet son savoir, son expérience. Ça permet quand même d'être polyvalent parce que le chaudronnier sait faire beaucoup de choses. Il va faire de la serrurerie, il va faire de la métallerie, il va toucher un petit peu à tout, il sera manuel sur un petit peu tous les plans. Et après, il y a aussi l'évolution aujourd'hui avec les machines, sur l'informatique, donc ça ouvre quand même de bonnes perspectives. Les clients sont contents, d'ailleurs c'est pour ça que je suis toujours là. Là, c'est ça qui est bien, c'est de ne pas aller au travail à reculons, quoi. Moi, je suis toujours allé de bon cœur. C'était le portrait de Marc Chaudronnier. On continue à en parler avec Emmanuelle Guévélo. Bonjour Emmanuelle. Bonjour. Alors vous êtes conseillère pour l'emploi à Pontivy. Alors on l'a bien compris, les chaudronniers ne font pas de chaudron. Mais dans quel type d'entreprise peuvent-ils être amenés à travailler ? Alors non, pas de chaudron magique, mais ils réalisent des pièces destinées à l'industrie en général. Ils travaillent bien sûr en atelier pour les industries pétrolières, chimiques par exemple. Et comme Marc, on peut donc faire un CAP, mais quel autre cursus est-il possible de faire ? Alors oui, tout à fait, le CAP chaudronnerie industrielle, mais il existe aussi un bac pro et un BTS. Et quelles sont les autres compétences requises ? Il faut aimer travailler en équipe, il faut avoir aussi une bonne condition physique et être quand même quelqu'un de manuel. C'est un métier porteur en Bretagne ? J'ai relevé 383 offres d'emploi ce matin sur Pôle emploi.fr pour la Bretagne. Je crois que le message est clair. Et à quel salaire peut-on prétendre dans la profession ? Alors, on est embauché au SMIC, mais le salaire évolue très vite vers 2100 € brut. Et quelle perspective de carrière ? On peut tout à fait devenir chef d'équipe, contremaître, ou comme on l'a vu dans le reportage, créer son propre atelier. Merci beaucoup Emmanuelle pour toutes ces précisions. À la prochaine, c'est l'heure de notre moment solidaire. Dans notre boîte à idées du jour, on vous propose de donner une nouvelle vie à vos meubles inutilisés. Regardez. Faut jeter cette commode, on n'en a plus besoin. Ce serait dommage, on va plutôt le donner à une recyclerie. Ne jetez plus vos meubles, pensez recyclage. Aujourd'hui, il existe partout en France un réseau de ressourceries, c'est-à-dire des lieux où on récupère les objets pour leur donner une nouvelle vie. C'est gratuit, écologique, et vous ferez le bonheur de quelqu'un qui pourra l'acquérir à un prix solidaire. Les meubles sont même parfois donnés à des familles en difficulté qui en ont besoin. Pour cela, il faut bien sûr que le meuble soit réutilisable ou facilement réparable. Soit vous l'apportez par vos propres moyens, soit vous contactez la ressourcerie pour voir s'ils peuvent venir le chercher chez vous.
Sébastien est responsable du réseau des ressourceries. Il nous explique l'intérêt de la démarche. Voilà, avec vos meubles, c'est un engagement citoyen que de les ramener parce que, en plus d'éviter de couper des nouveaux arbres, d'aller les incinérer, de polluer l'atmosphère, voilà, vous leur trouvez une seconde vie par une vente solidaire en plus, accessible à tous. Et en plus, vous soutenez une économie circulaire, votre territoire. Donc merci de choisir les ressourceries et on appelle à votre imagination pour cette transformation des meubles. Alors, c'est bien compris, on ne jette plus ces meubles, on les recycle. Un geste 100% vertueux. Et justement, Guéric Baravnowski, vous êtes le responsable de la communauté Emmaüs de Rennes et des Saint-Malo. Alors, votre recyclerie, vous, elle est généraliste, mais est-ce que vous avez une idée de combien de tonnes de meubles vous recevez chaque année ? Alors oui, en préparant l'émission, j'ai regardé un peu les chiffres qu'on a à la communauté. Ouais. Nous, on collecte, tout objet confondu, 2500 tonnes de matériel par an et environ un petit tiers de meubles. Ah oui, un tiers quand même. Oui, un tiers de meubles, oui. Alors quels sont vos critères justement pour récupérer les meubles ? Vous ne prenez pas le tout venant, hein, évidemment. Alors effectivement, l'idée c'est que les meubles soient réemployables, donc soit revendables en l'état ou réparables à faible coût, on va dire, ou transformables aussi. En ce moment, quels sont les meubles qui sont les plus recherchés ? Alors, en ce moment, c'est beaucoup du petit meuble, parce que je pense que les personnes ont des logements de plus en plus petits. C'est fini les grosses commodes comme on les connaît à la bretonne. Malheureusement, oui. Si on récupère encore, même si on évite de les récupérer parce que ça nous coûte un peu d'argent, des gros buffets double corps bretons très travaillés et de belles factures qui valaient beaucoup d'argent à l'époque. Aujourd'hui, malheureusement, on a du mal à les revendre ou alors vraiment on les brade. C'est compliqué. Les lits clos, je crois que vous dormez dans un lit clos. Pas du tout. Et j'imagine que les meubles vintage aussi, c'est ce qu'on recherche évidemment dans votre communauté. Bien sûr, que ce soit pour le meuble, le vêtement ou tout type d'objet. Aujourd'hui, la période du vintage, donc qu'on date à peu près de l'après-guerre jusqu'aux années 80, peut-être même 90 pour certains objets, est très à la mode et pour le mobilier en particulier. Oui. Et justement, sur cette question de réemploi, vous voulez aller plus loin aujourd'hui ? Oui, parce qu'on déplore malgré tout un faible taux de réemploi de notre mobilier en particulier, et aussi pour répondre à une demande qui est de plus en plus exigeante de la part de nos clients. L'idée, ce serait de mettre en œuvre dans les mois qui viennent, c'est un projet qu'on a déjà commencé à réfléchir et à penser en termes de financement, mettre en place un atelier de relooking de meubles avec une unité de sablage pour décaper le meuble, éventuellement vendre du meuble brut de sablage. Pour que chacun puisse faire ce qu'il a envie de faire. Exactement, à son goût. Et puis nous aussi revendre du mobilier transformé. Et à quoi vous veillez quand vous fixez vos prix ? J'imagine que pour un meuble relooké, entre guillemets, ça coûtera un peu plus cher. Bien sûr. Comment vous fixez C'est une grande question. C'est souvent un des points de désaccord qu'on peut avoir avec nos clients aussi, d'ailleurs. C'est comment est-ce qu'on fixe le prix d'un objet chez Emmaüs. Parfois, on nous dit qu'on le fixe un petit peu à la tête du client. On ne va pas jusque-là. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas combien ce meuble nous a coûté quand il arrive dans notre salle de vente. On connaît l'ensemble de nos charges sur une année. Donc l'idée, c'est d'être au mieux du... C'est très subjectif, en fait. On n'a pas des coûts fixes qu'on connaît sur un mobilier, par exemple. Donc on essaie d'être au mieux. Puis si le meuble part très vite, c'est peut-être qu'on ne l'a pas mis assez cher. S'il part pas assez vite, c'est peut-être qu'il est trop cher. Donc on ajuste, effectivement. C'est un marché au quotidien, en fait, lors de nos salles de vente... lorsqu'elles sont ouvertes, en fait. Alors c'est quelque chose qu'on ne sait pas souvent, c'est qu'il y a 80 personnes que vous hébergez, qui constituent un petit peu cette communauté Emmaüs. C'est une spécificité un petit peu de votre association, ce type de bénévolat. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors oui, c'est pas tout à fait du bénévolat. On oublie souvent, en fait, on pense souvent qu'on connaît Emmaüs. Les gens connaissent Emmaüs, tout le monde connaît Emmaüs. Comme on connaît certaines grandes marques, sauf qu'on oublie souvent, voire on ne sait pas que derrière les salles de vente, derrière les enlèvements à domicile, derrière le réemploi de matériel qu'on fait, l'objet social des communautés Emmaüs, c'est d'accueillir des personnes en précarité. Sur la communauté Emmaüs de Rennes et des Saint-Malo, c'est 80 personnes actuellement, majoritairement des hommes, mais on a aussi des femmes, des enfants, des femmes seules, des familles, on a eu des naissances. On a eu, je crois, le 31 mars dernier, en plein confinement, la dernière naissance de la communauté. Donc on a eu nouveau-né là. Donc c'est des personnes qui vivent là. On développe une activité, une alternative communautaire en réponse à des situations de crise individuelles. Et pour nous, le réemploi, c'est un moyen de subsistance parce qu'on vit sans 1 euro de subvention. Oui, c'est ça. Et c'est aussi un projet fédérateur pour unir la communauté qui est constituée des compagnes et des compagnons d'Emmaüs, mais aussi des très nombreux bénévoles, environ 300 sur l'ensemble de notre communauté, et des quelques salariés. Et quels sont vos besoins en termes de bénévolat, justement ?
Ils sont nombreux, nos besoins. Sur quel poste pour les téléspectateurs qui nous regardent? Alors par exemple, si vous n'habitez pas trop loin de Hédé, on cherche actuellement des menuisiers ou des gens qui ont envie de remonter ou bricoler du meuble. On cherche aussi des personnes qui ont des compétences en électroménager et toutes choses, mécanique vélo, puis surtout de l'envie de participer à notre projet. Et un dernier mot, vous allez bientôt ouvrir une antenne à Bru, c'est ce que vous me disiez? C'est ça, alors j'espère, c'est un petit peu un scoop. On a enfin, après 2 ans de recherche acharnée, trouvé un local qui devrait satisfaire à nos exigences en termes de développement d'une activité commerciale sur Bru. Et on espère d'ici la fin de l'année 2021, au plus tard janvier 2022, ouvrir une salle de vente à Bru. J'espère vous y voir d'ailleurs. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Guéric, d'être venu sur notre plateau. Et on continue sur cet entrain un petit peu solidaire. On va retrouver Evan qui est avec Marie, tatoueuse solidaire. C'est à toi, Evan. Oh là là, heureusement que Romane se fait tatouer parce que sinon c'était moi et j'étais pas du tout prêt. Romane, tu es service civique dans l'association Les Marie Roses, mais aussi à titre perso, et c'est comme ça d'ailleurs que tu es devenu service civique. Tu es venu te faire tatouer au travers d'un tatouage solidaire. Pourquoi? Parce que j'adore les tatouages déjà, que j'avais plusieurs idées de tatouages à faire. Et j'ai choisi de les faire avec Marie parce que j'appréciais vraiment le côté solidaire de cet acte, qui est d'habitude très personnel, mais là, de pouvoir contribuer à un projet comme ça me tenait à cœur. Oui, alors Marie, est-ce que tu peux nous expliquer, je ne sais pas si tu peux en tatouant, je ne vais pas faire des bêtises, nous expliquer en quoi est-ce que ce tatouage est solidaire? Eh bien, il est solidaire parce que sur le prix, par exemple, que Romane a payé sur son tatouage, il y a 10% qui sont reversés dans un pot commun. Et ce pot commun sert justement à financer des tatouages thérapeutiques pour des personnes qui déjà en ont besoin pour se reconstruire psychologiquement, mais qui par contre sont dans une situation plutôt précaire et qui n'ont pas les moyens de s'offrir ce genre de tatouage. Quelle est la démarche pour justement faire la demande d'un tatouage thérapeutique auprès de l'asso? Eh ben, moi, je ne veux pas être celle qui va décider de qui a les moyens ou n'a pas les moyens. Donc, généralement, les gens, on va être en lien, en tout cas nous, avec des structures sociales comme les CCAS. Et c'est eux qui vont pouvoir effectivement nous dire cette personne avec un traumatisme, et effectivement, elle est en situation de précarité. Et alors ici, ça a vraiment tout d'un vrai salon de tatouage, on est d'accord? C'est un salon de tatouage, oui, complètement. À part entière, à tous les niveaux, que ce soit au niveau des normes d'hygiène, de l'accueil, enfin tout est vraiment... On est dans un salon de tatouage. Bon, et alors Romane, est-ce que ça fait mal, un tatouage? Ça fait pas mal. C'est une sensation bizarre au début. C'est pas forcément très agréable, mais en tout cas, moi, je peux pas dire que j'ai mal. Alors Marie, tout à l'heure, on parlait de se faire tatouer, par exemple, après un cancer du sein, se faire tatouer sur une cicatrice. Oui. Là, est-ce que là, ça fait mal? Alors, généralement, les peaux cicatricielles sont des zones du corps qui deviennent beaucoup moins sensibles. Donc, se faire tatouer sur une cicatrice, entre guillemets, ça fait moins mal que sur une peau qui n'est pas cicatricielle. Bon, je vois que tu as enlevé ta lampe frontale, c'est parce que je te déconcentre complètement? Non, pas du tout. C'est, je pense, peut-être plus agréable que d'avoir toi la lumière en pleine figure. Cette association, elle fait aussi partie de ce qu'on appelle l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Exactement. Ça se caractérise comment et est-ce que vous êtes accompagné justement Alors déjà oui, on est accompagné parce qu'il y a une structure et un incubateur qui s'appelle TAC35, qui est l'incubateur ESS de la ville de Rennes et qui nous a permis de vraiment réfléchir à beaucoup de choses pour développer l'association. Et aujourd'hui, s'inscrire dans l'ESS, c'est répondre à beaucoup de critères, mais les critères vraiment principaux, c'est qu'on est déjà dans une gouvernance qu'on appelle partagée. Donc en fait, l'association est ouverte à tout le monde aussi, c'est-à-dire qui a envie de contribuer ou d'aider les Marie Roses peut le faire. Ça veut dire que moi, je ne suis aujourd'hui cofondatrice, mais moi, mon ambition, c'est d'être salariée de cette structure. Oui. Je ne vais pas être la chef. Pour l'instant, tu es bénévole. Et aujourd'hui, je suis bénévole, complètement. Voilà. Et c'est aussi des structures, en général, qui sont complètement désintéressées. C'est-à-dire que tout l'argent qui rentre dans l'asso, c'est pour l'asso et pour son développement. Ce n'est pas pour qu'un potentiel dirigeant ou dirigeante récupère des dividendes sur un chiffre qui rentrerait dans la structure. Là, on est vraiment sur... tout l'argent qui rentre par le tatouage ou par d'autres biais, c'est pour faire développer, et pour développer en tout cas la structure. Bon, en tout cas, vous en parlez tous super bien, ça donne envie de se faire tatouer. Tu viens quand tu veux. Voilà, je vais encore réfléchir. Anne Fanté, France 3, Mon Cœur Balance. Merci. En tout cas, si vous avez envie de venir vous faire tatouer ici, allez sur Facebook, Instagram, Les Marie Roses. Et puis aussi sur Hello Asso pour faire des dons. Ouais, merci. Bon tatouage, je vous laisse vous concentrer, puis on se retrouve très vite. Salut Anne Fanté. Ce que nous a pas dit Evan, c'est qu'il était un petit peu douillet. Et je crois que nous, on va se faire tatouer un smartphone, comme ça la boucle sera bouclée. Ah non. Merci Evan, merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3.